On a invité Miguel Benassayag, philosophe, psychanalyste, qui travaille depuis une vingtaine d'années sur l'articulation entre le vivant et la machine digitale, et qui va nous parler du point de vue anthropologique et philosophique. Jusqu'ici, nous avons parlé écran, nous avons parlé numérique. Au fond, de quoi est-ce que nous nous préoccupons ici? Est-ce que, par exemple, la télé, qui est un écran, c'est pareil que l'ordinateur ou le smartphone? Par ailleurs, nous avons constaté le succès des écrans numériques, autant à l'école que dans la vie quotidienne des enfants et des adultes. Nous nous sommes interrogés sur comment l'expliquer, ce succès. Psychologiquement, d'abord, il y a des principes addictifs, comme nous l'a montré Sabine Duflot. Économiquement aussi, il y a des intérêts, comme nous l'a montré Arnaud Lévy. Mais en dépit de la diversité de ces explications, quelque chose a clairement lieu entre la machine numérique et l'être humain, dès sa naissance, voire l'être vivant, qui interroge plus profondément à un niveau anthropologique, voire biologique. Alors Arnaud Lévy nous a déjà introduit à ce point de vue anthropologique, mais avec Miguel Benassayag, nous allons chercher comment expliquer anthropologiquement ce succès de la machine cybernétique, de sa formidable capacité à s'articuler à nous et nous à elle. Qu'a-t-il donc lieu dans la rencontre entre l'homme et cette machine? Miguel a déjà publié une dizaine de livres sur le sujet depuis au moins 20 ans, dont j'en citerai quelques-uns, mais pas tous. La singularité du vivant. ChatGPT ne pense pas, le cerveau non plus. La tyrannie des algorithmes. Fonctionner ou exister. Et puis, cerveau augmenté, homme diminué. Je vais lui laisser la parole. Bon, bonjour, c'est bien d'être représenté par quelqu'un qui me connaît un peu. En fait, je vais vous parler, entre Madame Duflot et Lévy, ils ont abordé tous les sujets que je voulais aborder. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais vous présenter, parce qu'à vrai dire, ma recherche est plutôt du côté de la biologie. Hein. Peut-être Madame Duflot connaît, moi j'ai travaillé avec Francisco Varela, la salpêtrière, pendant très longtemps. Alors, ma spécialité, c'est la neurophysiologie de la perception. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est sans trop me gêner pour chercher des articulations possibles. Je vais vous parler de quelques axes qui me semblent importants, à moi en tous les cas, ça me semble intéressant pour tenir compte quand on parle des numériques. Sinon, juste deux commentaires avant. Ce que tu as raconté tout à l'heure me fait rappeler une expérience qu'on avait en Argentine avec Angélique, d'une école dans laquelle on demandait de déposer les armes aux mômes quand ils arrivaient. Et ça marchait bien parce que, bon, voilà, c'est déposer les armes. Et l'autre, bon, je trouvais que Lévy, c'était très drôle ce que tu as dit, de dire qu'on est dans une transition. Parce que comme moi en médecine, je suis un des historiques des soins palliatifs, je n'avais jamais pensé de dire aux patients que c'était une transition. Mais bon, de l'autre côté. Et bien, alors donc, d'abord, je vais essayer après, peut-être dans les questions, si ça vous intéresse, de vous expliquer un tout petit peu, d'un point de vue neurophysiologique, cette hypercompatibilité que nous constatons entre l'usager, surtout les enfants, n'est-ce pas, c'est les natifs au digital, hein, et la machine. C'est-à-dire pourquoi il y a cette hypercompatibilité. Un des points importants, quand même, on peut développer après, c'est qu'effectivement, Angélique disait des écrans, mais ce n'est pas l'écran de télé dont on parle. Non, effectivement, l'écran de télé vous met dans une position de passivité absolue dans laquelle vous recevez des images, aussi dans un temps quand même assez lent, non? L'interaction avec le monde digital, avec l'écran digital, est une interaction qui
capture de façon active des circuits cérébraux de façon désintégrée. Bon. Le cerveau, il intègre toujours toutes les sensations, toutes les perceptions sont intégrées. C'est-à-dire, par exemple, l'olfactif va ensemble avec les visuels. Vous voyez, par exemple, c'est les fameuses expériences toutes bêtes qui sont comme ça, que vous ne pouvez pas manger un steak de couleur vert, par exemple, fluo. Vous voyez, c'est pourquoi? Parce qu'effectivement, les cerveaux intègrent en permanence. Alors, voilà, la question c'est que quand vous êtes en interaction avec les machines digitales, avec un feedback absolument archi rapide, hein, la capture des monde digital est une capture non intégrative, c'est-à-dire que des segments, des connexions cérébrales, de façon non intégrée, entrent en relation avec la machine. C'est pourquoi on constate une fatigue cérébrale très très forte, c'est-à-dire que l'utilisation des machines en permanence signifie pour les cerveaux, alors c'est drôle parce que l'autre jour en Italie, il y avait un collègue qui disait on pense beaucoup plus. Non, après on ne pense pas beaucoup plus. On utilise le cerveau, mais de façon justement non intégrée, alors pour penser il faut un minimum d'intégration cérébrale. On utilise en permanence le cerveau, c'est pour ça qu'il y a une fatigue cérébrale très forte. Bon. Alors, d'un point de vue, moi je travaille dans cette articulation entre la biologie et l'anthropologie. D'un point de vue anthropologique, je vais aller vite fait. Effectivement, on considère, comme c'était dit tout à l'heure, que c'est effectivement une révolution anthropologique, hein, ce n'est pas du tout une révolution technologique. Alors pour aller vite, en fait, nous pouvons dire qu'en anthropologie, on considère que c'est la troisième grande révolution anthropologique. La première est celle dans laquelle l'humanité devient humanité par l'émergence de la langue articulée, donc une dimension. La deuxième, c'est l'invention de l'écriture. Et la troisième, on considère, c'est la digitale. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun avec ces trois révolutions anthropologiques? Alors, ce qu'il y a en commun, c'est qu'à chaque fois, l'espèce humaine va compter avec une puissance, avec une technique qui lui permet de déléguer des fonctions vers la machine, vers la technique, la langue comme technique. Et ça veut dire quoi, déléguer des fonctions? Ça veut dire que, par exemple, avec la langue articulée, la puissance qui va prendre l'humanité est énorme, parce que vous comprenez, l'information indirecte, la connaissance indirecte devient très importante par rapport à la connaissance directe. C'est-à-dire, on a dit, il y a un puits, tu vas tomber dedans. Alors donc, vous imaginez que cette transmission permet que, mettons, 30% de la connaissance est indirecte. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin que mon corps fasse l'expérience, non, c'est ça. Et avec l'invention de l'écriture, il y a 5000 ans, et c'est un des miracles fantastiques, parce que vous savez que l'écriture a été inventée en 5 endroits au moins différents, sans connexion géographique, grosso modo en même temps, hein, en Mésopotamie, chez les Mayas, en Égypte, en Chine, c'est-à-dire qu'il y a, bon voilà. Avec l'écriture, du coup, la pensée peut être fixée, c'est-à-dire que la transmission, elle est fixée. Alors là, on considère qu'au moins 50 à 60% des savoirs, des connaissances sont indirects, c'est-à-dire qu'à chaque fois, moi des corps, il y a une délégation, vous comprenez? Avec le monde digital, on considère qu'une personne comme ça, moyenne, a environ 70, 70 ou 75% de sa connaissance de façon indirecte, vous voyez? Et pire encore, parce que tout ce qui vient du corps, tout ce qui vient des corps, passera à être suspect. C'est un peu... Il y a là une sorte, pour le dire comme ça, une sorte de réalisation d'un cauchemar platonicien, dès que, effectivement, l'homme a ses racines dans les ciels, vous voyez, et non pas dans la terre. C'est-à-dire que les corps, parce que corruptibles, etc. Bon, voilà. Alors, quel est l'important? Bon, la délégation des fonctions. La délégation des fonctions, ça veut dire que la plasticité cérébrale nous a appris, c'était la grande révolution en neurologie d'il y a 30 ans plus ou moins. La plasticité cérébrale nous apprend qu'effectivement, contrairement à ce qu'on a pensé quand j'ai commencé mes études de médecine,
les neurones et les connexions neuronales se développent au cours de toute la vie. Alors Pépé peut apprendre l'anglais à 90 ans. Sauf que ce n'est pas toujours en plus. Si je ne l'utilise pas, ben ça s'atrophie. Alors donc, la délégation des fonctions, qu'est-ce que signifie? La délégation des fonctions signifie que c'est dont mon cerveau ne s'occupe plus, n'est-ce pas, s'occupera par exemple la machine. Alors, ces mécanismes de délégation des fonctions est un mécanisme propre à l'évolution des espèces. Les espèces, entre elles et envers l'environnement, délèguent des fonctions, n'est-ce pas, qui libèrent des zones. Et ça s'appelle le recyclage neuronal. Vous voyez, par exemple, on a 5000 ans d'écriture. Effectivement, les aires libérées, modifiées, s'occupent d'autre chose. Libérées de quoi? Bon, c'était libéré, par exemple, d'identifier des traces, vous voyez, etc. Donc, il y a un recyclage neuronal, un recyclage. La zone libérée va s'occuper d'autre chose. Le problème, c'est le temps. Notre problème, neurologiquement parlant, c'est le temps. Vous comprenez? L'écriture, quand on parle d'écriture, sont 5000 ans. Ah oui, d'accord. Mais encore aujourd'hui, il y a des peuples non alphabétisés et dans les cités, dans les villes, pardon, excusez-moi, dans les villes, 60% de la population est désalphabétisée, c'est-à-dire ils ont du mal à lire un article du Monde, etc. Donc, l'avancée de l'écriture, il a connu des réactions, des régulations, vous comprenez? Par exemple, la langue n'est pas unique. Non? Là, il faut que vous associez que l'algorithme est unique, hein, parce qu'on va arriver là. Et alors donc, la langue n'est pas unique. La langue se territorialise, vous comprenez? Si bien il y a un phénomène de déterritorialisation, parce qu'à travers la langue, je me communique, donc déterritorialisation par rapport au corps en pluriel. Il y a une reterritorialisation, pourquoi? Parce que la langue va parler les territoires différents. Vous voyez? Des milliers de langues. Pourquoi? Parce qu'ils vont exprimer, donc la langue déterritorialise, mais on reterritorialise la langue. Avec l'écriture, c'est la même chose, vous comprenez? Bon, avec le monde digital, effectivement, les modes de modélisation par discrétisation binaire et digitale, etc., ne connaît pas pour le moment l'ombre d'une reterritorialisation de cette technique-là. Alors, la question, pourquoi on parle des corps? On parle des corps parce qu'effectivement, dans ces processus de reterritorialisation d'une technique, d'une puissance, dans ces processus-là, il faut le temps, les résistances et les systèmes de régulation. Nous assistons à un phénomène historique majeur. En 40 ans, toute la planète était digitalisée. Dans les trucs les plus individuels, social, économique, tout est digitalisé. Vous comprenez? Moi, mon pays d'amour, pour dire comme ça, je dirais mon lieu dans le monde, c'est la Bolivie. Bon, nous avons vu, en 5 ans, l'arrivée des téléphones portables en Bolivie. On est en train de parler de 85% d'Indiens. Hein? Et alors, vous dites, qu'est-ce que, dans une tribu, à quoi peut servir le téléphone portable? Pareil qu'ici, à couper les liens. Vous voyez, la communication coupe les liens. Alors donc, effectivement, il y a eu tout un effort de la part de la grande démocratie du Nord, comme on l'appelle chez nous, pour vendre à 2 sous, parce qu'il fallait digitaliser. Vous comprenez? Il y a une politique agressive et très, comme ça, conquérante. Voilà. Alors, concrètement, pour dire un peu un autre point comme ça, il faut savoir quand même que d'un point de vue, les corps, on parle des corps, bon, ok. Il faut savoir que d'un point de vue neurophysiologique, il y a une différence fondamentale entre la compréhension et l'information. La compréhension est un phénomène toujours corporel, c'est-à-dire la compréhension traverse plusieurs étapes. Par exemple, il y a l'étape de la perception, n'est-ce pas? La perception est une étape non consciente, n'est-ce pas? C'est une étape préconsciente. On ne parle pas d'inconscient, préconsciente, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, la perception? La perception, ça veut dire que tous les phénomènes
physico-chimiques, etc., énergétiques qui sont là, mon corps est en train d'interagir avec tout ça, n'est-ce pas? Le deuxième niveau, c'est la aperception. La aperception, ça veut dire chaque espèce, et quelques individus avec quelques différences, avec ce matériel-là, ces substrats-là, pourra faire quelque chose ou pas. Ça, c'est la aperception. Par exemple, vous savez, c'est le fameux exemple de Leibniz. Je perçois des milliards de gouttelettes, mais je aperçois la vague. Vous comprenez? Alors, effectivement, pour apercevoir la vague, il faut bien que mon corps soit en rapport avec des milliards de gouttelettes. La aperception est propre à chaque espèce. Par exemple, nous n'apercevons pas les infrasons, par exemple, les ultrasons. Non? Les chiens les aperçoivent. Donc, nous, avec ça, on ne peut rien faire, vous comprenez? C'est-à-dire, on les perçoit, mais on ne l'aperçoit pas. Donc, il y a perception, aperception, conscience en le sens biologique, c'est-à-dire production d'images perceptives, et conscience réflexive dans le cas des humains. Tout ce parcours-là est le parcours de la compréhension. Vous voyez, je comprends avec mon corps, à travers mon corps, et à un moment donné de toute cette compréhension-là, je peux verbaliser quelque chose, théoriser quelque chose. L'information arrive, pour dire comme ça, à la terrasse directement. Vous voyez? Alors, cette information-là n'a rien à voir, en principe, avec ce que mon corps est en train d'expérimenter. Alors, cette information-là, pas seulement, contrairement à ce qu'on a cru pendant quelques temps, pas seulement ne libère pas seulement ne provoque pas l'action, mais en général, l'excès d'information inhibe l'action. Vous comprenez? L'information qui est trop dissociée de l'expérience corporelle inhibe la possibilité d'agir. Bon, voilà. Moi, je pense que ça sont des choses un tout petit peu... parmi les choses que je voulais vous dire, un exemple, par exemple, un exemple de cette... qu'est-ce qui donne la perception? On me raconte que moi j'ai travaillé avec par rapport au champion de Go, vous savez, qui a perdu avec AlphaGo, etc. Bon, j'ai travaillé avec avec ce milieu-là. Dans une réunion à Nice, on était 10 chercheurs et les champions coréens qui avaient perdu avec AlphaGo, par exemple. Non? Et alors, c'était drôle parce que on est en France, alors il faut quand même que tout soit un débat contradictoire, démocratique. Il y avait 9 chercheurs qui disaient, entre AlphaGo et les Coréens, qui étaient là, non, il y a une différence quantitative, 9. Mais comme on est en France, on est démocratique, il y avait moi, que je disais, non, il y a une différence qualitative. Alors, il y avait une photo de la machine, non, et les mecs qui servaient le café pensaient que c'était une assemblée de barjots, parce qu'on avait tous des diplômes et des diplômes pour voir si entre les Coréens et la machine avait une différence. Lui, il la voyait comme ça, non? Et alors, donc, effectivement, la question, c'est de dire, alors les Coréens disaient, non, 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 la machine gagnera toujours, là, ça y est, c'est clair et net, etc. Bon, alors, c'est un petit problème, effectivement, culturel, pour dire comme ça, c'est un petit problème culturel, parce qu'à vrai dire, quel était mon argument contre les 9 chers collègues? Eh bien, mon argument, c'était de dire qu'il y avait un petit problème parce qu'à vrai dire, AlphaGo n'avait pas gagné. Par le simple fait qu'AlphaGo n'avait pas joué. Vous comprenez? Parce que jouer est une dimension du sens qui seulement peut émerger à travers des sensations et un vécu corporel. Vous comprenez? On gagne, on perd, on est en train de jouer. La machine, AlphaGo, c'est pas vrai qu'il a fait que calculer. AlphaGo, c'est une machine de IA qui a appris toute seule à jouer, etc. Mais bon, dans tous les cas, ce sont des calculs. AlphaGo ne peut pas jouer, vous comprenez? Parce que pour jouer, il faut avoir un corps qui se met en jeu, un corps pour lequel il signifie quelque chose. Alors, il y a peu de temps, quelqu'un m'a dit, tu vois ce que tu as dit par rapport à AlphaGo, et il m'a raconté d'un champion d'échecs, que je ne me souviens pas du tout de son nom, qui se présente face à un autre, un challenger, non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il lui a serré la main au mec, et il a compris que l'autre était vaincu. Et comme ça, c'est ce qu'il raconte. Il raconte.
Et alors vous imaginez, je ne sais pas, c'était un effet placebo, peu importe, vous voyez. Mais dans tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, entre les challengers et lui, ces moments où ils sont serrés la main et tout était joué. Tout était joué. Parce que le problème, c'est que l'amygdale connaît des choses que la conscience ne connaît pas. Et l'amygdale, comme le noyau cérébral. Alors, l'amygdale connaît des choses que la conscience ne connaît pas. Et ben voilà, les mecs, il a serré la main. Bon, la machine, vous voyez, ne peut pas vous serrer la main. Et le fait qu'il y ait un robot, vous voyez, parce que à moi, m'invite gentiment les chers collègues, comme on dit, pour ne pas s'insulter, vous voyez, on m'invite et on me dit, mais qu'est-ce que tu penses que sont les limites? Alors ils disent, bon, les corps. Alors on va faire un robot. Mais un robot, ce n'est pas un corps, vous comprenez? Un corps physique, ce n'est pas un corps biologique. Alors, effectivement, nous avons fait des expériences, qui ont été répétées des centaines de fois, nous avons commenté des expériences. Vous savez, la fameuse expérience qu'il y a un groupe de chauffeurs de taxi qui commence à conduire à Londres et un autre commence à conduire à Paris. Ce sont deux villes labyrinthiques, non? Donc, on ne peut pas se rappeler facilement. Et alors, donc, le groupe de Londres commence à conduire sans GPS, le groupe de Paris avec GPS. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le groupe de Paris? Qu'au bout de 3 ans, tous, il y avait les noyaux sous-corticaux basal, non? Qui s'occupent de cartographier le temps et l'espace atrophiés. Oui, bien sûr, parce que, vous comprenez, on délègue la fonction à la machine, plasticité cérébrale, les noyaux ne travaillent plus là-dedans, le temps court ne permet pas le recyclage neuronal. C'est compréhensible, ça c'est le mécanisme que, voilà, que je voulais que vous compreniez. Je délègue, je n'ai pas le temps de recycler, atrophie. Et celle d'Angleterre, non, bon, bien entendu. Bon. Alors notre problème, c'est qu'il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas l'humain et la machine. L'hybridation, elle est permanente, vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas, toute idée de science-fiction, qu'un couple s'est mis à poil, va et débranche la machine, ça n'existe pas de brancher la machine, vous comprenez? Ça, c'est science-fiction, pourquoi? Parce qu'effectivement, nous sommes en permanence hybridés avec le monde digital. La question est dans quel sens cette hybridation va se développer. Pour le moment, elle se développe dans un sens d'une colonisation digitale de nos cerveaux. Imaginez simplement qu'est-ce que ça signifie quand un môme, quand un petit indien de chez moi a la même interface avec le monde, avec son environnement, qu'un petit blondinet à Zurich. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toute la richesse que son expérience concrète, corporelle, située à 4000 mètres d'altitude, est perdue parce que son interface avec le monde, elle est médiée et formatée par le monde digital. Alors, notre problème, à vrai dire, bon, moi j'avais pensé parler de la non-instantanéité aussi, ce sont des trucs intéressants. Moi, ça m'intéresse. Et la non-instantanéité, vous voyez, cette illusion d'instantanéité, vous voyez, par exemple, bon, 2 minutes. Ok, d'accord. Non, alors je ne vous parlerai pas du tout de la non-instantanéité. Et ce qui se passe, donc, ce qui se passe concrètement aujourd'hui, c'est que, étant donné 2 éléments que, voilà, au moins ça, sachez ces 2 éléments-là. Une, la rapidité et la massivité ne permet pas qu'il y ait des mouvements de résistance, n'est-ce pas, à ça. Résistance, ça, il ne faut pas la voir comme science-fiction, des trucs trop polars. Hein. Résistance, ça veut dire des mécanismes de régulation et d'adaptation, fitness, comme dirait la démocratie du Nord. Et alors, d'un côté et de l'autre côté, on ne voit pas se développer des pratiques transgressives d'utilisation de la machine. Vous comprenez? On n'arrive pas. Le seul, comme ça, bon, mis à part la prudence, effectivement, mais ce n'est pas une pratique transgressive, c'est-à-dire c'est un principe de prudence, effectivement. Et il y a Jonas qui proposait une dictature, vous voyez, pour nous sauver. Bon, il faudrait dire, en venant d'où je viens, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Et
les seuls groupes humains que moi je connais, que nous avons travaillé pendant des années, c'est le groupe des artistes. Les artistes, pas tous, mais une partie des artistes arrive à avoir une utilisation transgressive de la machine. Ça veut dire quoi? Transgressif, ça veut dire que je ne suis pas aliéné par les possibles de la machine, mais je force la machine à être au service de mes possibles. Vous avez les possibles dans un sens tout bêtement spinoziste, dans un sens les possibles, que sont les possibles. Les possibles, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les gens sont là en train d'explorer les possibles de la machine, fascinés par les possibles de la machine. On dit, oui d'accord, mais et à toi ça t'intéresse ça? Vous voyez, moi me disent, tu sais combien de pages j'ai fait entre chez moi et le boulot, et à toi ça t'intéresse combien de pages tu fais? Parce que c'est quand même assez minable. Alors, les seuls qui arrivent, vous voyez, non pas, comme dirait Heidegger, on ne l'aime pas, mais bon, quand même, il n'était pas con, ça s'appelle l'aliénation du souci. Vous voyez, l'aliénation du souci, l'aliénation de votre temps, l'aliénation de votre élan vital, comme vous voulez appeler. Cette aliénation, les seuls qui réussissent à résister à cette aliénation qui fait que je explore le possible de la machine en écrasant les 2 ou 3 possibles, soyons pas trop optimistes, j'ai 40 ans de psychiatrie, je vous assure qu'il n'y a pas trop être optimiste dans notre espèce. C'est pas, la machine est là, 10 000 possibles, nous on a 2 ou 3, alors effectivement vite fait sont écrasés. Bon, d'accord. Le seul, comme ça je conclue la phrase, les seuls qui ont une utilisation transgressive sont une partie des artistes. Pourquoi? Parce que les mêmes conneries qu'ils faisaient avec papier mâché, maintenant ils le font en utilisant des ordinateurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, la seule utilisation pour le moment transgressive, un peu importante, c'est les artistes qui réussissent à utiliser les possibles de la machine pour faire ce qu'eux ils voulaient faire au départ. Ça ne veut pas dire qu'elle ne modifie pas la résultante, mais quand même, voilà. Alors la question c'est, il faut être transgressif, il faut être prudent, mais on est cuit quand même. La question de l'instantanéité, elle est très intéressante. S'il y avait ma maman dans la salle, elle pourrait me poser la question. Bon, vous pourrez en discuter après cette matinée. On va peut-être prendre quand même 1 ou 2 questions. Ah oui, je vais vous dire une chose, comme la question m'était posée par rapport à la différence entre la machine. Vous entendez pas? Moi j'ai entendu une question. Alors quelqu'un m'a posé la question, oui parce que moi j'ai pas de portable, mais j'ai un temps de voix. Vous avez 40 ans de psychiatrie, j'entends des voix. Alors, non, mais je vais répondre à la question qui m'était posée par télépathie. Je vais vous donner un exemple. Tout. J'obéis à Angélique depuis très longtemps, alors là j'ai coupé, mais effectivement, je vous donne un tout petit exemple. Vous savez, la mémoire. Vous savez que maintenant, on envisage à mettre des chips intracrâniennes pour les problèmes de mémoire. Et effectivement, bon, c'est une expérience très intéressante, mais bon, enfin, je peux, sans bouger quoi que ce soit, sans appuyer un bouton, je peux solliciter la mémoire. Alors, je vous dis ça en 2 mots. D'un point de vue neurologique, il faut savoir qu'une mémoire saine est une mémoire qui sélectionne ce dont il va se rappeler, qui modifie ce dont il se rappelle et qui oublie une partie. La mémoire qui est en train de remplacer la mémoire vivante est une mémoire qui pas seulement n'a rien à voir avec la mémoire vivante, mais qui risque de nous faire tous des Alzheimer expérimentaux, vous voyez, parce que cette mémoire non modifiable, c'est pas nous. Bon, merci pour la première question. Bonjour, c'est Pauline, je suis là parce que je suis parent d'élève et je fais partie du pacte smartphone, c'est comme ça que je suis arrivée ici. C'était pas vraiment une question, c'était pour réagir au dernier mot que vous avez dit sur les seuls qui transgressent, c'est les artistes, et j'ai pensé à quelqu'un d'autre aussi, enfin quelques-uns d'autres, c'est les hackers qui font ça aussi avec la machine. Et quand on peut se poser la question, qui est un peu en toile de fond de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais on n'ose pas trop le dire non plus,
c'est quel sort on réserve aux hackers aujourd'hui, comment on les perçoit dans la société, comme des pirates, mais comme quelque chose qui est plutôt à écarter ou à intégrer à des institutions, des entreprises ou des États. Et donc, je trouve qu'en creux, ça pose la question, on parle d'humanité, qu'on est cuit, etc., mais il y a peut-être quand même des choses qui sont bien voulues ou tolérées, ou peut-être même encouragées. On parle des GAFAM, on parle des fois d'autoritarisme, etc. Dans quelle mesure il n'y a peut-être pas du sabotage de l'humanité par une partie de l'humanité, donc une dimension plus politique. Je ne sais pas du tout, enfin loin de moi, l'idée de parler de complot ou d'organisation globale, c'est pas le sujet du tout. Je pense qu'il faut quand même qu'on considère, qu'on regarde en face une dimension peut-être de sabordage, de sabotage de l'humanité par une partie de l'humanité. Et quand on se dit qu'on n'a aucune chance à essayer de résister, à faire ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble aujourd'hui, parce que c'est trop massif, c'est trop rapide, c'est trop puissant, c'est les Américains, c'est les GAFAM, c'est les Chinois, c'est ce qu'on veut, c'est la Startup Nation, c'est le gouvernement qu'on a. Il faut quand même pas oublier d'être, je pense, honnête et regarder en face le fait que c'est peut-être pas simplement une question de destin, mais qu'il y a quand même peut-être des volontés qui sont toutes humaines, et qui ont peut-être un rapport avec le pouvoir et avec la domination. Voilà. Bien entendu, par expérience personnelle, si pour résister, on attend que la résistance soit consensuelle, tu vois, les militaires seraient toujours là. Hein. Je veux dire en Argentine, je sais qu'ici ils sont démocratiques. Et donc la résistance, elle est toujours l'effet des minorités. Par rapport aux hackers, d'abord, les meilleurs hackers, ils passent au GAFA. C'est-à-dire que les destins des bons hackers, c'est passé au GAFA. J'ai travaillé, bien entendu, notre groupe a travaillé avec des hackers, on était très preneurs, comme ça, de voir si est-ce qu'ils produisaient une pratique transgressive, comment, etc., etc. Il y a une possibilité de sabordage, n'est-ce pas? Mais en tant que pratique transgressive, non, parce que je n'ai pas trouvé, nous n'avons pas trouvé avec les hackers. Pratique transgressive, ça veut dire, oui, dis-moi. Par le sabordage, je ne pensais pas aux hackers, bizarrement. Je voyais vraiment les hackers comme une pratique de transgression avec la machine, comme une espèce de jeu, d'explorer le possible, de détourner, de voir les capacités qui peuvent aller soit récupérées par les sociétés pour les systèmes de sécurité, soit essayer de faire des arnaques ou des faillites. Ouais. Mais le sabordage, moi je l'entendais plutôt dans le sens de, par recherche, je pense, du pouvoir ou de la domination, une partie de la population, enfin certaines personnes ou entités, enfin organisations, entreprises comme on veut, sont peut-être en fait consciemment en train de participer à un sabordage non, mais c'est absolument évident, qu'on est dans un processus de destruction très très fort. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je pense que ceux qui dirigent les grandes entreprises sont des marionnettes des processus structuraux très très forts. Et que, mais bon, enfin ça c'est une autre discussion. Dans tous les cas, juste un truc. Pendant très longtemps, moi j'ai vécu dans deux mondes très différents. Alors, je viens d'un autre monde, le monde qui croyait au futur, n'est-ce pas? Dans ces mondes-là, on disait si quelque chose va mal, c'est la destruction parce que c'est la guerre nucléaire. Dans le nouveau monde, on dit si quelque chose ne dysfonctionne pas, on va vers la destruction. Tu vois la différence, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à établir des dysfonctionnements, comme Madame Duflo l'a dit, moi je pense aussi, absolument par expérience des résistants, que ces résistances-là, il ne faut surtout pas l'attendre des puissants, il faut créer de façon émulative, puissante, conflictuelle, sans commissaire politique, il faut créer des pratiques alternatives. Mais la vraie pratique alternative, c'est de remettre les corps. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne crois pas que les lois qui interdisent. Là, les témoignages qui ont été faits, quand même, sont des témoignages par les pédagogues, pardon, les maîtres, les enseignants. Voilà, c'est me manqué. Si j'avais les chips,
ce que tu as expliqué toi, bah, effectivement, ce sont des expériences dans lesquelles on trouve plus désirable, plus puissant les corps en action que l'interdiction. Alors ça, c'est une myriade d'expériences comme ça, alternatives, qui du bas, finalement, arriveront peut-être à modifier quelque chose dans les pouvoirs, n'est-ce pas? Mais les rapports de force commencent du bas, effectivement. Une dernière question, oui, peut-être. Dernière question. Je vous remercie pour votre intervention. J'ai pu entendre du Thomas d'Aquin sur le côté de la compréhension et de l'intervention. C'est moi. Oui, Thomas c'est d'Aquin. moi. Moi, je voulais savoir si vous perceviez les grands modèles de langage comme une quatrième rupture anthropologique, où l'ensemble de la connaissance, la capacité de synthèse, de parler, de percevoir, par ces grands modèles de langage, en fait, où l'ensemble de la connaissance mondiale est synthétisée. Est-ce que, à mon sens, c'est une nouvelle rupture anthropologique? Alors, je ne sais pas si... Le langage, vous dites le langage? Non, modèle de langage, des LLM. Oui, je ne sais pas. Non, sincèrement, je ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre. Moi, je pense quand même que les modèles de langage, à différence de la langue tout court, souffrent quand même de cette manque de diversité du bas, de l'expérience du bas. Tu vois,